Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Les élections de mi-mandat, dites mid-term, aux États-Unis, concernent certes les Américains, mais aussi le monde entier, puisque de la politique américaine dépendent tant de choses dans le monde, économique, politique, géopolitique et aussi géoéconomique. Et depuis une dizaine d'années, ce constat est encore plus marqué depuis le virage économique et géopolitique des années Obama, et aussi et surtout depuis la présidence Trump et sa guerre économique, technologique et commerciale avec la Chine. Le climat, l'énergie, la présence des États-Unis dans le monde, leurs relations avec la Chine de Xi Jinping et tant d'autres sujets sont en jeu. En 2020, Donald Trump est défait par Joe Biden, mais jamais un ancien président des États-Unis n'a été aussi présent sur la scène politique de son pays, ainsi qu'on a pu le constater encore une fois pour ces élections de mi-mandat. Tout le monde prévoyait, ou au moins s'attendait, sinon à une déferlante républicaine, du moins à une nette victoire du grand Old Party, mené indirectement par Donald Trump et sa politique. De raz-de-marée, il n'y en a pas eu, mais une victoire, oui, même mitigée. On en parlera avec nos invités. En seconde partie, nous partirons à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où se tient depuis quelques jours la COP27, une COP aussi attendue que les autres, mais une COP qui se tient dans un monde divisé, porteur de nouvelles menaces pour le climat de notre planète bleue, de plus en plus polluée par des pollueurs de moins en moins enclins à parler entre eux. Nous évoquerons ces deux sujets avec nos invités. Ali El-Harichi, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. Merci d'être avec nous. Hassan Saoud, bonjour. Vous êtes expert en questions stratégiques et sécuritaires. Merci aussi à vous d'être là. Alors, les élections américaines. Les électeurs américains se sont rendus aux urnes pour renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants, ainsi que les 35, c'est-à-dire le tiers, des 100 sièges au Sénat. Un scrutin aux résultats aussi serrés qu'ils le furent lors des dernières élections présidentielles et législatives de 2020. Joe Biden est certes remis en selle après 2 ans difficiles. Il est remis en selle pour 2024, mais Donald Trump y croit plus que jamais. Messieurs, donc une question groupée, comme d'habitude. Je commence par vous, Ali El-Harichi. Votre impression générale sur le scrutin? Est-ce qu'on peut parler d'une Amérique divisée, avortement, armes à feu, différentes communautés? Comment on peut considérer de prime abord ce scrutin? Tout à fait. La sociologie électorale américaine aujourd'hui nous montre une Amérique qui est divisée en deux, étant donné que les résultats sont, on est entre du coude à coude, c'est-à-dire les résultats, que ce soit pour les républicains ou pour les démocrates, il y a presque du 50-50. Et là, on parle de deux choix différents, deux choix de société différents, deux choix de politique intérieure différente, deux choix de politique extérieure différentes, c'est-à-dire étrangères. Et là, on voit vraiment deux Amériques et qui sont divisées étant donné qu'on n'a pas une large majorité ou une majorité plus ou moins confortable pour une partie ou pour une autre. Vous avez parlé de l'avortement, ce sont les sujets qui ont été un enjeu politique et électoral, les armes à feu. Et ces élections-là, donc il n'y a pas eu de raz-de-marée, comme vous avez bien dit, de rouge, c'est-à-dire pour les démocrates, mais en même temps, plutôt pour les républicains, mais en même temps, les petits sièges ou le nombre de sièges qui va être en faveur, qui paraît en faveur des républicains, c'est-à-dire va influencer d'une manière mécanique sur certaines décisions par rapport, par exemple, le cas de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'il va être favorisé pour devenir de plus en plus conservateur, c'est-à-dire ou conservatrice, puisqu'on parle de la Cour suprême. C'est déjà difficile, ils sont déjà sur 9 juges suprêmes, ils sont déjà 6 conservateurs. Alors ça, mécaniquement, avec la Chambre des représentants ou la Chambre basse qui passe pour les républicains, mécaniquement, il va encore devenir de plus en plus conservatrice. D'autant plus que quand elle a été sollicitée pour le cas de l'avortement et pour le cas des armes à feu, la décision a été, c'est-à-dire une décision d'une pensée conservatrice. Et là, ces résultats, même s'ils ne sont pas un raz-de-marée, vont influencer, comme j'ai dit, sur ce point-là, c'est-à-dire sur la société, la perception de la société, et aussi sur la politique, c'est-à-dire qu'elle soit républicaine ou démocrate, maintenant c'est la politique américaine, va être vraiment au coude à coude, et que ce soit sur la politique intérieure ou bien que ce soit sur la politique étrangère des États-Unis. Alors, Hassan Saoud, on attendait, comme on disait, une grande vague rouge. En fait, c'était ça l'enjeu des élections. Est-ce qu'il y aurait une grande vague rouge, c'est-à-dire républicaine ou pas? Mais maintenant, on peut déjà dire, on sait que la Chambre des représentants est conservatrice, ou va l'être.
et que le Sénat reste encore dans le suspense avec cette élection en Géorgie, je pense, qui est en train de peut-être être refaite. Est-ce qu'on peut parler d'une Amérique divisée, durablement divisée? Ça se confirme d'élection en élection. Normalement, on était parti pour une déferlante rouge, d'après les sondages et toutes les prédictions. Là encore, ils se sont trompés. Je pense que nous sommes effectivement devant une Amérique durablement clivée, une Amérique qui ne se parle, des Américains qui ne se parlent pas selon les bords des uns et des autres. Mais je pense que le président, normalement, le parti présidentiel, dans les élections de mi-mandat, subit des contre-chocs de l'exercice des 2 années. Là, visiblement, on a réussi à amortir le choc. Bien que les républicains vont évidemment regagner la Chambre des représentants, qui a quand même des grandes attributions. Et le Sénat reste encore à pourvoir. Il faudra attendre certainement le 6 décembre pour être fixé sur la tendance de cette institution qui est très importante. Je pense que les instituts de sondage n'ont pas été clairvoyants et ont négligé un peu la montée de la popularité du président, du chef de la Maison-Blanche, surtout de l'été jusqu'ici. Et compte tenu de sa position par rapport à l'avortement, tout ce qu'il a fait dans l'investissement des infrastructures américaines, ce qu'il a fait pour les minorités, ce qu'il a fait pour l'aide sociale, ce qu'il a fait aussi pour la Covid, ont quand même contribué à ce que ce choc soit amorti. De l'autre côté, je pense qu'on a sous-estimé un peu le Parti démocrate et j'estime que du côté du président sortant, de l'ancien président, je pense qu'il a un peu monopolisé la campagne électorale. Il a imposé des candidats suivant la loyauté, pas la compétence, alors qu'au Parti démocrate, je pense qu'on a ouvert vers les minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient raciales. Et je pense que c'est ça qui a permis d'amortir ce choc. Mais nous sommes devant des États-Unis qui sont quand même assez clivés et dans la durée. Alors, vous savez, les instituts de sondage, parfois, je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais il y avait quand même... C'est comme s'il y avait une sorte de mobilisation pour l'électorat, parce que avec la question de l'avortement, il semblerait qu'il y ait une mobilisation du vote féminin un peu partout, aussi bien républicain que démocrate. Et des jeunes. Et des jeunes aussi, parce qu'il y avait une véritable question sociétale qui se posait. Donc peut-être que pour les sondages, ils ne se sont pas véritablement trompés, même malgré leurs prédictions un peu étranges, on va dire. Alors, Ali El-Harichi, les conséquences, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, les conséquences sur la politique générale de la présidence Biden, aussi bien politique qu'économique. Maintenant qu'il va perdre la Chambre des représentants, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire sur les 2 dernières années? La politique de Biden, ou la politique qu'il envisageait faire pour les 2 années à venir, c'est une politique qu'il a appelée politique fédérale, d'un État fédéral dynamique et proactif. Comment? Vous savez que les États-Unis, comme la majorité des pays du monde, mais comme étant une puissance, il a subi les conséquences de la Covid-19. Il y a aussi le cas aujourd'hui, si on parle de politique étrangère, il y a l'Ukraine, son engagement en Ukraine, et il y a aussi quand on parle aussi de la Chine, c'est-à-dire que la Chine qui la concurrence sur le marché mondial. Alors, la politique de Biden, il va dans ce sens-là. En fait, la politique des Américains, elle s'inscrit aujourd'hui dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer ce qu'on appelle la résilience des chaînes d'investissement, le réinvestissement au niveau du secteur public, et pour avoir une réindustrialisation au niveau des États-Unis. Cela va créer de l'offre d'emploi, cela va créer, c'est-à-dire de l'emploi,
va créer, et ils vont travailler surtout sur ce qu'on appelle maintenant l'énergie verte, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la décarbonisation, et c'est l'encouragement de ces énergies vertes. Il y a 3 lois qui sont déjà passées, donc même si le Congrès a un peu changé, il y a la loi Infrastructure Investment Act, donc of Job, et la loi de Chips and Science Act et la loi Inflation Reduction Act pour aider les Américains à consommer et à acheter. Et quand on voit les chiffres d'investissement public pour encourager, ce qui n'était peut-être pas le cas au début de ce que voulait faire Biden, on parle de 1 000 milliards de dollars d'ici 2025. Et ça, ce sont des chiffres donc, qui sont donnés pour accompagner ces 3 lois pour réindustrialiser les États-Unis qui se trouvent en difficulté aujourd'hui face, comme toutes les autres étapes, d'abord la pandémie et le comportement politique qui a été précédent, c'est-à-dire de Trump. Et puis, sur le cas de l'énergie verte, puisqu'ils veulent s'inscrire, les États-Unis, dans, vous avez parlé des pollueurs, c'est l'un des pays les plus pollueurs du monde, donc pour moins polluer, donc l'énergie verte, les éoliennes, on parle de 1 000 milliards de dollars. Et cela ne peut inciter que, et dans l'infrastructure, on parle de 70 000 kilomètres de routes, le chemin de fer, tout cela fait une sorte de que... New Deal qui n'emporte pas le nom. Ça, c'est sur la politique interne, c'est-à-dire, on va dire, la politique interne qui concerne l'économie. Pour la politique étrangère, nous avons vu, pour les États-Unis, géopolitiquement, c'est un État qui est passé du hard power, c'est-à-dire de la force réaliste, vers, à un certain moment, vers le soft power ou le smart power, où il y a le hard et le soft power. Avec Trump, c'est un pays qui s'est un peu isolé quand même. Il s'est investi dans les États-Unis, c'est-à-dire pour l'emploi, pour beaucoup de choses, mais il s'est isolé de l'interventionnisme dans d'autres pays. Et on a vu que du temps de Trump, il n'y a eu aucune guerre. Maintenant, avec M. Biden, certes, les États-Unis ne s'est pas engagés dans une guerre, mais les États-Unis est engagé à soutenir l'Ukraine. Maintenant, on se pose la question, est-ce que le Congrès va aller dans le sens de ce soutien total à l'Ukraine c'est-à-dire par les Américains? Justement, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, Hassan Saoud, avec l'investissement, avec les aides massives qui ont été accordées par les Américains aux Ukrainiens, avec les aides massives qui ont été accordées par les Européens aux Ukrainiens, lesquels Européens, en partie l'Allemagne, est en train de se réarmer aux États-Unis, il y a un véritable dopage de l'industrie militaire américaine. Ça entre aussi dans l'effort économique de Joe Biden. Alors, on part du principe que Joe Biden, malgré ce qu'on dit, reste affaibli puisqu'il a perdu la Chambre des représentants, puisque le Sénat va rester incertain, et on sait que les républicains pourrait avoir une vision un peu différente, un peu moins tranchée en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous voyez, vous qui êtes expert en questions stratégiques et militaires, dans les rapports de Washington et de Moscou, dans les rapports de Washington avec l'OTAN, du sort de l'OTAN et de la marge de manœuvre de Poutine? Je pense qu'il faut d'abord, pour abonder dans ce que vient de dire Ali, que le président Biden il a fait une réadhésion à la COP, premièrement. À la COP, oui. Deuxièmement, il a réintégré les accords, l'accord nucléaire avec l'Iran. Donc il y a ce changement-là. Ce n'est pas encore tout à fait fait, mais enfin, oui, bon, mais disons que l'intention y est. On discute de toute façon. Sur le plan de la politique intérieure, ça a été dit. Je pense que le président Biden a mis des jalons de 2 ans et qui vont couvrir jusqu'en 2025. Et qui ont dans sa politique à l'égard de l'Ukraine et de la Russie, absolument. Est-ce qu'il aura les coups des franches? Alors, si on tient compte de la campagne électorale républicaine, il y a des voix qui se sont élevées qui disent qu'on ne va pas gaspiller tout cet argent-là sans compter et qu'on doit revoir tout ça dans le détail. Maintenant, entre la promesse électorale et une fois qu'on est au pouvoir, je pense qu'il y a de la réelle politique qui existe quand même aux États-Unis compte tenu des enjeux. Les républicains ne sont d'accord que l'adversaire numéro 1, c'est la Chine,
et l'autre adversaire, c'est la Russie. La Russie est en train d'être affaiblie. Et c'est ça, la politique américaine, c'est l'affaiblissement de la Russie pour pouvoir pour avoir un vis-à-vis qui est la Chine. Un seul vis-à-vis. Je pense que ça ne changera pas, à mon humble avis, dans ce domaine-là. Et toute l'aide financière, militaire, etc., que les États-Unis ont donnée restera, à mon avis, compte tenu évidemment du discours d'avant-hier du président ukrainien qui a demandé aux Américains, quel qu'elle soit leur bord, de continuer à aider pour la liberté. S'il le dit, c'est que ce n'est pas gagné. Oui, bon, mais c'est toujours une façon de communiquer. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas gagné, mais les enjeux sont allés tellement en avance que je ne vois pas comment le Parti républicain peut se déjuger parce qu'ils ont été d'accord dans ces premières... Jusqu'ici, ils ont été d'accord, même si le président... autre élément, évidemment, le veto du président. Le président est un élément central du pouvoir, même quand la Chambre des représentants, qui est quand même responsable de tout ce qui est législatif, met du budget. C'est là où ils vont l'attendre au tournant, les représentants. Voilà, c'est là où ils peuvent l'attendre. Il peut mettre son veto s'il le veut, mais les représentants, les élus... Ce qu'ils ont fait avec Obama. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Mais si les démocrates venaient à gagner le Sénat, il y aura un équilibre. Et comme on connaît le sens négociateur du président, qui est un vieux routier de la politique, je pense que ça pourrait ne pas aller dans une impasse. C'est ce que je pense, mais il faut attendre que le dispositif en entier soit construit pour avoir une idée. Alors, revenons à Trump, Ali Harishi. L'ancien président se voit déjà de retour aux affaires. En fait, il ne s'est jamais senti exclu des affaires. Et est-ce qu'on peut considérer que c'est plausible? Parce qu'il y a une personnalité qui a émergé, qui avait déjà quitté son ami, son soutien, mais qui est en train d'émerger. C'est le gouverneur fraîchement, largement réélu de Floride, le gouverneur Ron DeSantis, qui a dit cette phrase. Je ne sais pas s'il va être candidat, en parlant de Trump, je ne sais pas s'il va être candidat, mais s'il se lance, je révélerai des choses peu flatteuses sur lui. J'en sais plus sur lui que quiconque, peut-être à l'exception de sa femme. On voit une campagne c'est Trump qui a dit ça. Non, c'est DeSantis qui a dit ça sur Trump. C'est DeSantis qui a dit ça sur Trump, ou c'est Trump qui a dit ça? Non, c'est Trump qui a dit ça. Alors, dans les deux cas, de toutes les manières, ça augure d'une campagne mais chacun sait beaucoup de choses sur l'autre. Voilà, d'une campagne primaire absolument brutale. Est-ce qu'on peut considérer que Trump, qui a l'intention affichée et claire de revenir, de se présenter, aura ses chances aux primaires républicaines contre DeSantis? Et si jamais il passe contre DeSantis, est-ce qu'il a encore ses chances contre Biden? D'abord, pour l'affaire républicaine, intra-républicaine. Vous savez, dans les primaires aux États-Unis, on a toujours vu, quel que soit c'est-à-dire même du même parti, quel que soit le candidat ou la candidate, je vous rappellerai entre Hillary Clinton et Obama à un certain moment, mais après, tout est plié. Une fois, il y a un respect, une loyauté par rapport au jeu politique. Une fois que vous avez la défaite, que ce soit à l'intérieur, vous soutenez celui qui est arrivé premier. Donc il y aura une guerre certainement entre eux, des révélations comme ça, mais quel que soit celui qui va arriver, que ce soit le député donc, le gouverneur de la Floride ou le représentant de la Floride, qui a eu beaucoup de voix hispaniques aussi, c'est très important, et aussi où ce soit Trump, l'un va soutenir l'autre. Maintenant, est-ce que Trump a ses Chances? Oui. Moi, je dirais oui, dans le sens, si on voit les élections, c'est-à-dire de 2020, ou parce que les patriotes ou ceux qui sont avec Trump, ils parlaient même, entre guillemets, d'élections volées, c'est ce qu'ils disaient. Et puis, ils s'entraînaient au niveau de la justice, au niveau de la Cour suprême, pour finalement accepter les élections et être loyal envers le jeu politique. Maintenant,
Est-ce qu'il peut? Oui, si on voit le nombre de voix qu'il a remportées la dernière fois. Ils n'étaient pas très loin entre Biden... 110 millions de personnes quand même. Oui, pour 70 millions, 73 d'un côté. Donc finalement, il a une certaine aura, il a une présence, et ces élections-là, peut-être qu'il n'y a pas eu de raz-de-marée au niveau des élections, on va dire, législatives, mais il faut voir les chiffres qu'ils ont remportés. On a parlé du 50-50, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à ce niveau-là et ils ont gagné 11 sièges. Normalement, vis-à-vis des chiffres déclarés par la NBC, ils ont déclaré de 11 sièges par rapport, ils ont augmenté de 2, mais c'est 11 sièges de plus que la dernière fois. Ce qui veut dire que, oui, il a toutes ses chances. La même chose pour Biden, puisqu'ils sont, on va dire, du coude à coude. Mais il me semble que tous les deux, ils réalisent des chiffres, et ça, ils le trouvent, comme vous avez dit au début, c'est dans la division et dans le clivage, effectivement, ce clivage qui est du 50-50 aux États-Unis, surtout sur ce qui est sociétal, mais aussi sur ce qui est politique interne et étrangère. Et même pour la politique étrangère, j'ajouterais à ce qu'a dit mon ami Si Hassan, c'est qu'il soit républicain ou qu'il soit démocrate, c'est la même politique par rapport à l'Ukraine. Peut-être pas le même engagement, et il faut rappeler que c'est M. Trump et son gouvernement qui ont été contre la Russie pour le Nord Stream 2. C'est eux qui ont fait des sanctions économiques. Le Nord Stream, c'est le gazoduc. Pas vraiment contre la Russie, mais c'était pour eux-mêmes. Non, mais c'était toujours face à la Russie. Le Nord Stream 2, c'est-à-dire qui relie l'Allemagne à la Russie par la mer Baltique, il y avait même des sanctions. Ils se sont portés très loin. Donc, finalement, l'Ukraine, le cas de l'Ukraine, et même avec Obama, c'est-à-dire la crise du Donbass, il a commencé en 2014. Et les présidents américains n'ont jamais été du côté russe. Et on a parlé de beaucoup de choses que la Russie même a intervenu au niveau des élections. Quand même de Trump pour Poutine. Alors Hassan Saoud, restons sur la politique étrangère. Il y a le G20 qui va se réunir donc dans quelques jours. Et Joe Biden part déjà, mais il n'est pas en territoire conquis. Il a déjà un problème avec la Chine depuis l'affaire de Taïwan et la guerre commerciale, la guerre technologique entre les Américains et les Chinois. Et puis il y a aussi cette affaire de l'Arabie Saoudite, donc avec une Arabie Saoudite qui est un peu rebelle, qui est un peu boudeuse. Bon, on connaît les relations personnelles qu'il y a entre le prince héritier Mohammed bin Salman et Joe Biden. Comment vous pensez que Joe Biden pourra réagir dans ce G20? Est-ce qu'il aura véritablement les moyens de sa politique contre la Chine d'un côté, contre l'Arabie Saoudite de l'autre? Tout d'abord, c'est Aziz concernant le gouverneur de la Floride. Il est triomphalement élu. Oui. 20 points de différence. DeSantis. Et il s'est montré un homme d'État, bonne gestion de la Covid, proximité avec le citoyen, assez, même s'il est conservateur, il est assez quand même édulcoré dans ses principes. Et donc, il a cet élan. Mais je pense que Trump a déjà une assise populaire qu'il va falloir reconquérir. On regardera. Concernant M. Biden à la COP27, je pense que nous sommes dans... Il y va d'ailleurs aujourd'hui. Je pose la question sur le G20, pas la COP27. La COP27, on va y aller tout à l'heure. Ah ben c'est sur le G20. Le G20, oui. Voilà un club des 20 États les plus riches du monde et qui vont se réunir en Indonésie avec un ordre du jour plutôt économique, financier, qu'ils discutent. Mais je pense que la Russie ne sera pas... la thématique de l'Ukraine ne sera pas absente. Oui. C'est vrai que nous sommes dans un G20 assez divisé. Une Europe qui est en train de se désagréger par rapport à des thématiques comme l'immigration. Comme vous voyez, l'affaire d'hier. L'océan Viking. Voilà, qui clive encore un problème entre l'Italie et la France pour le refus de ça, c'était prévisible, le problème entre l'Italie et la France, c'était prévisible. Absolument. Mais nous sommes dans un monde qui est quand même assez clivé. Chine, États-Unis, Russie, États-Unis, Russie, Turquie qui est là comme un élément de bons offices. Mais je pense que le G20 ne discute pas réellement des problèmes du monde. Et il est temps qu'il pense à l'aide à ceux qui en ont besoin,
parce que jusqu'à présent, il y a des déclarations d'intention concernant certaines aides qu'on ne voit pas. Mais tout le monde est en crise. La Covid est passée par là. La guerre russe-ukrainienne continue avec toutes les conséquences économiques, sociales, énergétiques, sécurité alimentaire, etc. Et nous sommes dans un bloc qui est assez hétérogène et qui n'ont pas des aspirations communes. En fait, c'est un groupe de multilatéralisme où le bilatéralisme prend toute sa puissance. C'est ce qu'on peut dire sur ce G20. Je voudrais revenir avec vous tout à l'heure, Ali El-Harichi, sur l'élection de Joe Biden, la réélection éventuelle de Joe Biden. On se retrouve dans quelques secondes après la pause. C'est parti pour la deuxième partie du débrief. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlons des élections américaines, donc les élections de mi-terme. Et dans quelques instants, nous passerons à la COP27 et nous en parlons avec Ali El-Harichi et avec Hassan Saoud. Ali El-Harichi, donc juste avant la pause, je vous disais que j'allais revenir vers vous pour la réélection éventuelle de Joe Biden. Joe Biden qu'on disait plus ou moins fini. Vous vous rappelez les images de Kaboul, de l'évacuation un peu mouvementée de Kaboul. On disait ça y est, c'est fini. Mais il a repris du poil de la bête, si j'ose dire. Il a repris de la vigueur. Il a su remonter, faire une remontada, comme on dirait en termes sportifs. Et il a dit que oui, il pense à briguer un second mandat en 2024. Il aura donc 82 ans. En 2024, c'est parti pour finir en 86, donc s'il est réélu. Et il aura face à lui peut-être un Donald Trump qui aura 78 ans. Donc une élection de personnes du troisième âge, on va dire ça pour rester courtois. Mais est-ce que vous pensez qu'il ait ses chances, Joe Biden? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, il a toutes ses chances. Pas Donald Trump, Joe Biden. Oui, oui. On est bien d'accord. Toujours au vu des élections qui se sont passées il y a 2 ans et au vu des résultats des législatives, c'est-à-dire de ces résultats de ces élections de mi-terme. Ils sont au coude à coude. Il y a paru d'abord de cette marée rouge, c'est-à-dire républicaine. Il n'y a pas eu vraiment une grande défaite, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité, d'autant plus qu'il entreprend aujourd'hui une politique intérieure qui est très importante, c'est-à-dire une politique intérieure qui lui permet aussi d'avoir une assise électorale très importante, parce que je parlais de 1000 milliards de dollars et dans plusieurs domaines, le domaine de l'énergie, les semi-conducteurs, l'infrastructure. Donc c'est l'investissement de l'État, ce qu'à un certain moment les États-Unis ne faisaient pas, parce qu'elles laissaient le marché faire. Maintenant, c'est un investissement de l'État pour pousser et pour aider les entrepreneurs et même pour la réduction des frais, c'est-à-dire pour les citoyens. Quand la troisième loi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il a toutes ses chances. Et sur le plan politique étrangère, c'est presque la même chose. Il n'y a pas de... Même à 82 ans, vous pensez qu'il a ses chances? Ça fait longtemps qu'il oui, peut être président aux États-Unis, il n'y a pas de retraite d'abord. Aux États-Unis, il n'y a pas de retraite. Les gens travaillent jusqu'au moment où ils veulent s'arrêter. Autre chose, la politique aux États-Unis, à un certain moment, si on voit les décideurs, ils sont entourés par qui? Par des professeurs universitaires, par des penseurs, par des think tanks, et ce sont des gens âgés. Quand on peut citer, c'est une liste très longue, qui sont les centres de réflexion. Ce think tank, il est fait par ces universitaires, et ils sont très âgés. Je parlerai de Kissinger, je parlerai de Huntington, je parlerai de Fukuyama, il est un peu pas aussi âgé, mais toutes les références, donc il n'y a pas de problème de l'âge aux États-Unis. Le plus important, c'est une population qui a une autre culture, une vision de la vie. Celui qui apporte des solutions pour la population, il le proclame et puis il vote pour lui. Mais ce qui est, c'est qu'il y a un clivage, une division sur certains points qui sont surtout
sociétale. Alors, il y a aussi autre chose, je voulais vous ai interrogé, Hassan Saoud, sur ce redéploiement militaire. Bon, on a vu que Joe Biden, c'est vrai qu'après l'affaire de Kaboul, il a mis les bouchées doubles pour tout ce qui est militaire. Donc, c'est l'industrie de l'armement. Puis, c'est un redéploiement un peu partout. Alors, il y a pas un retour, mais une arrivée, parce qu'ils n'ont jamais véritablement été là, les Américains en Afrique. Donc, une arrivée assez massive en Afrique. Et puis, il y a aussi donc ce réarmement européen, le déploiement dans le Pacifique. Est-ce que vous pensez que ça va continuer sur ces bases-là avec cette élection, ou alors ça va ralentir? Parce que bon, il y a les républicains qui sont en train de prendre le lead, si vous voulez, d'un point de vue sur le plan législatif, et les Américains, c'est America First. C'est d'abord les Américains. Est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça, un déploiement américain dans le monde et en Afrique? Je pense que Biden, d'abord, ne s'est pas encore prononcé. Il a dit qu'il déclarerait l'année prochaine pour Ça s'appelle du teasing en termes de communication. En ce qui concerne le redéploiement, le président Biden a ressuscité l'OTAN. Il faut le signaler. Il a réussi à en faire quand même un instrument politique et militaire important. Il a réussi à réunir les Européens concernant la crise de Russie. Quant à quant à l'Afrique, l'Afrique, pendant longtemps, n'a pas été un enjeu stratégique majeur pour les États-Unis. Mais il y a un retour en Afrique par le commandement de ce qu'ils appellent l'AFRICOM, qui est présente dans à peu près 34 sites en Afrique. Et ils sont évidemment depuis longtemps en Somalie, ils sont à Djibouti, au Cameroun, au Niger, où ils sont un dispositif de renseignement technologique par rapport au G5 Sahel. Ils sont en Égypte, ils sont évidemment au Kenya, ils sont un peu partout en Afrique. Et là, on voit aussi qu'il y a un mouvement des visites de Libye, ils sont en Libye, des visites de Libye, des visites de Tunisie, et puis les fameuses manœuvres conjointes avec le Maroc, avec la participation de beaucoup de pays africains qui signent un retour en Afrique par rapport à l'enjeu. Ils sont présents, face à une Russie très ils sont présents en Atlantique par rapport à la lutte contre la piraterie, le terrorisme, ils sont par des forces spéciales, fluides. Il faut rappeler que beaucoup de dirigeants des Shabab ont été éliminés par les forces spéciales américaines. Et ça continue. Au Mali. Et ils aident l'opération Barkhane maintenant dans tout ce qui est ravitaillement en vol. Barkhane, c'est fini, ça y est. Mais on verra maintenant ce redéploiement ou la fin de l'opération Barkhane. Mais je pense que les États-Unis, sur le plan des renseignements, resteront au Niger parce qu'ils se sont inscrits dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc, il y a un potentiel renforcement, notamment en Somalie, où il est prévu peut-être de remplacer, d'ajouter quelque chose comme 500 personnels des forces spéciales pour couvrir un peu la corne de l'Afrique. Donc, il y a un retour en force au niveau de la zone mer Rouge. Absolument. Un retour en force. Alors, si on reste sur ça, Hassan Saoud, on part du principe donc que les Américains sont encore une fois présents dans le monde. Je voudrais vous poser, pour finir sur cet axe des élections américaines, les Américains, une question à vous deux. Les Américains sont le leader du monde libre, comme ils aiment à se présenter, et du bloc occidental, pour être plus large. Or, le bloc occidental, quand on le voit aujourd'hui, vous parlez d'une Union européenne qui est en train de se désagréger, le gouvernement allemand qui est un gouvernement plutôt faible par rapport à ce qu'il y avait à l'époque d'Angela Merkel, une France qui est politiquement affaiblie, malgré ce que fait le président Macron, mais il reste politiquement affaibli, une Italie qui arrive avec son extrême droite et qui donc a des problèmes avec les Français et bientôt avec d'autres, la Grande-Bretagne qui est partie, le Japon qui est divisé entre l'Occident et la Chine qui est à côté, donc il a une sorte de pacifisme qui est assez marqué, les Coréens du Sud aussi, les Indiens qui sont hésitants. Comment on peut considérer le bloc occidental mené par les Américains aujourd'hui? Est-ce qu'il tient
la route, encore une fois, face à la Chine qui arrive avec sa puissance, même un peu ralentie. Est-ce qu'on peut considérer que le bloc occidental tient encore la route ou alors est-ce qu'il est en train de s'affaiblir durablement face à la Chine? Même question pour vous, Hassan Saoud, tout à l'heure. D'abord, quand vous parlez de bloc occidental, bien sûr, vous parlez des États-Unis, de l'Europe et des alliés, Oui. à ce bloc-là, et vous mettez de l'autre côté la Chine et la Russie. Il faut dire que le monde aujourd'hui, ou la géopolitique mondiale, a montré certaines, c'est-à-dire que les puissances qui existaient, il y en a celles qui disparaissaient, celles qui ressuscitaient, et puis on est passé d'un monde bipolaire pendant la guerre froide à un monde monopolaire ou unipolaire qu'on a appelé un français, Hubert Védrine, appelé l'hyperpuissance. Et après cela, il y a eu des instances ou des faibles qui ont pu toucher la puissance, la grande puissance qui est les Américains avec les attentats. On parle du sharp power. Donc, et tout cela nous mène à quoi? À un monde apolaire ou plutôt multipolaire. Il y a ceux qui parlent d'un monde apolaire ou multipolaire. Aujourd'hui, ça dépend aussi du président américain. Parce que du temps d'Obama, ils sont vraiment sortis du hard power pour aller dans le smart power parce que ça coûte cher. Ça coûte cher économiquement quand on fait du hard power et quand on est dans le militaire. Ils sont sortis avec Trump, c'était un isolationnisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'un nouvel ordre mondial? C'est ça la question. Moi, je dirais, est-ce qu'il y a un nouvel désordre mondial? Ou bien partons-nous vers une bipolarité entre la Chine et les États-Unis, puisque la Chine, maintenant, elle est sur le plan économique présente, sur le plan militaire, elle est présente, sur le plan, maintenant, sur les voies du commerce, elle est présente, et surtout de l'axe Indo-Pacifique, et on voit les conflits, enfin, les différends, surtout sur Taïwan, et la présence des Américains dans cette même région. La Chine, elle est présente partout. Et est-ce qu'on est vers un monde bipolaire? C'est ça la question qu'on peut se poser d'ici 2030. Est-ce que la Chine va surclasser les Américains de point de vue économique ou de point de vue technologique et se dire peut-être que c'est un monde bipolaire? Ou bien nous resterons dans un monde multipolaire, mais quel monde multipolaire? Puisque l'Union européenne, elle est affaiblie, effectivement, aujourd'hui, avec le départ de la Grande-Bretagne, avec l'affaiblissement parfois au niveau maintenant, on a vu la dépendance au gaz russe, on a vu que l'Union européenne avait été fragilisée par rapport aux acteurs principaux, l'Allemagne qui dépend à 55% ou plus du gaz russe. Donc tout cela fait que peut-être on est vers un monde plutôt bipolaire. De moins en moins du gaz russe, mais de plus en plus du gaz américain. Alors justement, comme on dit, on reste sur votre analyse, Ali El-Harichi, comme quoi rien n'est clair pour l'instant. On ne sait pas encore où c'est que va aller la Chine, on ne sait pas ce que vont devenir les États-Unis. Et comme on dit, Hassan Saoud, du multilatéralisme à la multipolarité, au monde multipolaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Avant, il y avait donc cette hyperpuissance, et puis maintenant, il y a le retour de la Chine, ou l'arrivée de la Chine sur la scène mondiale, mais il y a aussi les différentes puissances. Bon, la Russie, on n'en parle plus vraiment parce qu'elle est durablement affaiblie, mais il y a toute l'Union européenne aussi, mais il y a toutes ces puissances intermédiaires qui sont en train d'émerger. On a les Indiens, on a les Turcs, on a d'autres qui sont en train avec les Brésiliens. Donc, comment va se passer? Est-ce qu'on peut véritablement parler de la fin du bloc occidental vers une grande inconnue? Alors, pour vous dire ce que j'en pense, c'est que tout le monde dit que le multilatéralisme est à bout de souffle. C'est une réalité. Mais il y a des balbutiements de reconfiguration, par-ci, par-là. On a vu des empires se concerter, l'empire russe, l'empire perse et l'empire ottoman à Ankara. On a vu l'organisation de la coopération de Shanghai qui se sont réunis et c'est un pôle très important, même s'il est miné de l'intérieur. Il y a la Russie, même s'il est affaibli, qui est encore en train de voir ses anciens alliés et satellites pour les réunir sans résultat. Mais il y a une volonté de changement. L'Afrique, et le président Macky Sall l'a dit dans le dernier forum de Dakar, que l'Afrique est marginalisée et que dans une reconfiguration d'un multilatéralisme, l'Afrique doit avoir sa place. Et c'est vrai,
compte tenu de sa population, de son population et de ses richesses et tout ça, elle doit avoir une place dans ce multilatéralisme, nouvelle version, dont tout le monde est à la recherche. Mais disons que l'Occident reste quand même important. La Chine, oui, dans une adversité États-Unis-Chine potentielle, oui, mais il n'y aura pas de multilatéralisme sans organisation importante. Donc on est encore en pleine configuration. Voilà, on ne peut pas parler. On est encore dans une sorte de magma assez difforme. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec la guerre de l'Ukraine. Ça complique encore plus les choses. Bien, alors on laisse les choses comme ça. On va aller donc. Ça précipite les choses. Où ça précipite les choses. Quoique pour l'instant, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Absolument. Même si bon, il y a des retraits. Enfin, on attend encore de voir un peu comment ça va se passer. Et puis il y a le général d'hiver dont on parle. Alors, jusqu'au 18 novembre, les délégués de près de 200 pays et plus de 120 chefs d'État de gouvernement sont attendus donc pour un sommet censé donner une impulsion ces 2 prochaines semaines avec les négociations qui vont tourner autour du réchauffement du climat et autour des efforts que feront que feront les différents blocs pour essayer de tenir leurs engagements pris à Paris en 2015. Alors selon ces engagements, théoriquement, pour tenir le 1,5 degré d'augmentation de température par rapport à l'ère pré-industrielle, il devrait y avoir donc une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030. Or, si les différents pays respectent leurs engagements, enfin, après 7 ans de cette COP parisienne, on aura quand même une augmentation de 5 à 10% de ces émissions. Ce qui veut dire qu'on sera à peu près à 2,4, entre 2,4 et 2,8 d'augmentation à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, cette COP 27, est-ce que c'est une COP de réussite, une COP de revers comme les autres, une COP d'espoir déçu? Comment vous voyez les choses, Ali El-Harichi? Je peux dire qu'il s'inscrit dans la continuité des autres COP. Peut-être pas un échec, mais pas de succès, pas de réel succès. Parce que quand on parle des puissances, on parle des pays pollueurs. Donc ils sont connus, ce sont les puissances qui produisent plus et qui polluent plus. Maintenant, l'engagement de la COP, c'est-à-dire de Paris, est-ce qu'il a été tenu? Non. Il n'a pas été tenu par les grandes puissances. À un certain moment, ils ont continué à polluer. Ils ont essayé, mais ils ont continué à polluer. On peut dire, oui, les Américains, maintenant, avec la réindustrialisation dans l'énergie verte, dans tout ce qu'ils essaient de faire, c'est un moyen d'un certain équilibre ou de décarbonisation. C'est ce qui est dit dans ce programme, dans le programme dont on a parlé tout à l'heure. Mais la pollution, le problème, c'est que ce sont les pays qui polluent le moins, c'est chez nous, nous les Africains, qui ne polluons pas du tout, et que nous subissons cette pollution. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, et nous avons des années où il n'y a pas de pluie jusqu'au mois de novembre. Nous avons des problèmes de climat. Nous avons une augmentation de la température à cause de la pollution. Et ce n'est pas seulement les grands pays, c'est-à-dire en parlant de la Chine, des États-Unis ou de l'Europe, mais aussi certains pays émergents. Le cas du Brésil, par exemple, le méthane, le Brésil ou l'Argentine, c'est les plus grands producteurs de viande rouge. Et l'engraissement c'est-à-dire du bétail, fait qu'il y a une grande production du méthane qui aussi pollue. Donc la pollution, il se fait par, que ce soit les puissances émergentes ou les anciennes puissances. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut poser un point d'interrogation sur le devenir de la Terre, de la planète? On dirait, oui, la Terre, depuis qu'il existe, il a eu 2 glaciations. Mais il n'y avait même pas d'industrialisation. Bon, non, cela peut arriver. Mais maintenant, il y a des problèmes, on le constate. Il y a de la température du climat qui a changé. Nous sommes d'une génération où nous connaissions, c'est-à-dire au mois de novembre, on était couverts, on avait froid parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait déjà... Aujourd'hui, on voit au mois de novembre, malheureusement, les pluies tardent à venir. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est-à-dire il y a un impact sur le climat. Et cette COP où vous parlez de 200 États, c'est très bien qu'ils soient tous présents, mais c'est le devenir de l'humanité, finalement. Ils sont toujours présents. Non, c'est le devenir de l'humanité, quelle que soit la puissance. Si on prend même la définition de la puissance, quelle que soit la puissance, elles doivent comprendre que le retour, c'est le boomerang sur tout le monde. Alors, Hassan Saoud, une chose qu'on ne dit pas, la COP 27 va commencer, on souhaite le plus grand succès à cette COP, mais nous sommes
confrontés à une guerre en Ukraine. Et vous en parlez tout à l'heure, Ali El-Harichi, sur la dépendance européenne au gaz russe. Or, nous voyons que nous apprenons, nous voyons depuis quelques mois que depuis un an à peu près, que les États-Unis sont devenus le premier exportateur de gaz naturel liquéfié, qui vient en grande partie du gaz de schiste. On n'en parle pas beaucoup, mais donc comment vous voyez, quel espoir véritablement donner alors que les pétroliers continuent à avoir leur politique, que les Chinois ont leur impératif de croissance, que les Européens ne peuvent pas se passer d'énergie fossile, que les Américains produisent à tour de bras leur énergie. Est-ce que vous voyez véritablement un succès se profiler? L'enjeu reste les énergies fossiles, comme vous avez dit. Et tout le monde, maintenant, on a senti qu'il y a un retour, après cette crise énergétique, le retour aux fossiles. Et donc, le 1,5% d'augmentation était inatteignable. Et les pollueurs, payeurs, on n'en voit pas. Vous avez donné des chiffres exacts, d'ailleurs, où tout le monde n'est pas passé à la caisse. Mais quel est le problème? C'est que le G20, par exemple, c'est le P80. G20, c'est la pollution, 80% de la pollution mondiale. Donc vous avez là, et le reste, l'Afrique, c'est 5%. Comme d'habitude. C'est ça. Mais comment voulez-vous qu'on atteigne les objectifs fixés si on n'arrive pas à aider les plus faibles et les plus pauvres qui n'ont pas participé à la pollution mondiale? Vous avez, je vous donne un exemple, le Pakistan, c'est 1% de la pollution mondiale. Et vous avez vu les dernières catastrophes, les inondations qu'il y a eu, et ça va chercher dans les milliards. Et dans cette COP27, on commence à parler des dommages et des dégâts et de la réparation. C'est une première. Il faut réparer en évoquant même la phase industrielle européenne. Donc les stigmates sont toujours présents. Et donc il y a à régler ce problème entre les pays riches, pollueurs et les pays pauvres qui en subissent les conséquences néfastes. Regardez par exemple l'Afrique, on en parlera peut-être. Mais Alors rapidement, on parlera tout à l'heure de l'Afrique. Il nous reste quelques minutes. Rapidement, Ali El-Harichi, le Maroc dans cette COP, il se situe où? Ça fait 6 ans qu'il y a eu, 7 ans, 6 ans qu'il y a eu notre COP à Marrakech. Le Maroc a pris un certain nombre d'engagements donc sur le mix énergétique pour 2030. Il a pris un certain nombre d'engagements au niveau de l'Afrique. Où en est le Maroc, qui est fortement représenté par une délégation présidée par le prince Moulay Rachid? Oui, heureusement que le Maroc s'est engagé et il est en train d'articuler ses engagements pendant ces 6 ans ou même bien avant. Parce que le Maroc s'est engagé et on voit qu'il y a un mix énergétique au Maroc. C'est-à-dire que ce soit, on l'a vu même dans le projet de loi de finances de l'année dernière, qui parlait je pense qu'on en avait même parlé ici, et cette année-là. Le mix énergétique permet au Maroc au moins on n'est pas un pays qui produit des énergies fossiles, mais nous essayons de faire alterner cette énergie fossile avec d'autres énergies, avec de l'énergie verte. Et aujourd'hui, peut-être, nous sommes le pays qui va commencer aussi à exporter cette énergie verte vers d'autres pays, voilà, de l'hydrogène vert vers d'autres pays. Donc le Maroc, il a entrepris une très bonne politique du mix énergétique qui aide le pays, c'est-à-dire à surmonter la crise plus ou moins des énergies, et aussi la crise si vous vous rappelez, bien sûr, du passage du gazoduc passé par le Maroc de l'Algérie. Donc le besoin du Maroc a pu être remplacé par ce mix énergétique, et c'est tant mieux. Alors, dernière question pour vous, Hassan Saoud. On va parler un peu chiffres, les choses qui fâchent. Donc les besoins, vous parlez de pertes et de dommages tout à l'heure, j'ai des chiffres. Les besoins annuels pour l'adaptation au changement climatique sont de l'ordre de 160 à 340 milliards à l'horizon 2030. À l'horizon 2050, on double, c'est de 315 à 560 milliards. Or, jusqu'à présent, les financements ont atteint seulement 29 milliards. En 2020, on est très très loin. Et l'objectif est d'atteindre 40 petits milliards, entre guillemets, 40 petits milliards en 2025. D'accord? Voilà, ça c'est les chiffres bruts. Or maintenant, je ne vous cache pas, tout le monde sait que nous sommes confrontés à une très forte inflation dans le monde entier. Est-ce que vous pensez encore une fois que c'est tenable? Ces chiffres sont tenables. Et par qui? Je ne suis pas pessimiste de nature, mais je pense, compte tenu de la crise mondiale qu'il y a, de l'inflation qu'il y a,
et de tous les problèmes financiers que le Covid a laissé et que cette guerre a exacerbé, je pense qu'on ne sera pas au rendez-vous. J'espère être démenti. Concernant le Maroc, vous savez, j'ai retrouvé l'intervention de Sa Majesté Prince Héritier en 1992, dans un discours que j'ai... Au sommet de Rio sur la Terre. La journée de la Terre en 1992, où il avait dit « Pour nous croyants, l'environnement est un problème de civilisation, de force de la nature. Une création divine confiée à la garde de l'homme, la seule espèce donnée de conscience et de raison. » C'était 10 ans avant la phrase de Chirac qui restait, elle, à la postérité. Sur notre maison brûle, nous regardons ailleurs. 10 ans avant, donc le roi disait ça à Rio. On l'appelle maintenant le roi vert. Et les journalistes, beaucoup de journalistes parlent d'un roi vert. Donc le Maroc fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Il s'est inscrit dans tous les objectifs de développement durable, dans la protection des écosystèmes marins, dans la lutte contre la déforestation. Il y a beaucoup de progrès. Et puis vous avez vu comment le Maroc est devenu très vert. Oui. C'est très important. Mais j'ai un clin d'œil pour l'Afrique qui vraiment subit des crises associées. Déforestation, désertification, raréfaction de l'eau, risque d'inondation, ajouté évidemment à la crise de sécurité alimentaire. Et donc, c'est le continent qui en subit le plus de dégâts. J'espère que les pays riches penseront un peu à les aider. Et cette crise-là a réussi quand même à aggraver cette situation. On va regarder de près. On ne va pas rester sur la note de pessimisme. On va quand même souhaiter un bon courage aux 200 pays qui sont là-bas, plus toutes les parties prenantes, en espérant que cette fois, des engagements pourraient être pris, des engagements réalistes. Merci Ali El Harichi, merci Hassan Saoud d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.